Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce 100% du lundi. Le lundi, vous le savez, c'est le jour du jeu téléchargeable, c'est le jour d'oscillation et le jour du Hidden Palace. Mais le lundi, c'est aussi le premier jour de la semaine. Le week-end est fini, le week-end suivant est tellement loin. Alors pour vous redonner un petit peu de joie, un petit peu d'espoir, j'ai une petite surprise pour vous. Une surprise que nous verrons juste après les news. Pour la Saint-Valentin, Microsoft se la joue Love Gaming avec une manette spéciale toute rouge produite en édition limitée et réservée à la presse. La voici, présentée sous tous les angles, sans pudeur, histoire de faire un maximum de jaloux. Après le succès faramineux de Mario et Sonic au JO, qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde sur Wii et DS, les deux mascottes feront leur grand retour sportif en fin d'année sur ces mêmes plateformes. On ne change pas une formule qui gagne. Toujours détenteur de la licence officielle des JO, Sega emmènera sa star et son ancien concurrent à Vancouver, la ville organisatrice des Jeux Olympiques d'hiver de 2010. Miyamoto Shigeru supervisera ce titre développé par Sega Japon, l'éditeur ayant pour le moment annoncé deux épreuves, le ski alpin et le patinage de vitesse. La Wii gérera bien entendu le Wii Balance Board pour proposer toujours plus d'épreuves en coop et en compète. Mais on a largement le temps d'en reparler. Même s'il est toujours resté dans l'ombre du hérisson bleu, Ristar n'en est pas moins un excellent jeu de plateforme sur Mega Drive. Ce sont d'ailleurs les créateurs de Sonic, la Sonic Team, qui l'ont développé, ce qui explique qu'il ressemble à un épisode parallèle de la saga Star de Sega. L'originalité de Ristar vient des capacités de son héros. La petite étoile peut en effet utiliser ses bras pour attraper ou encore s'accrocher à peu près tout. Que ce soit au niveau des graphismes ou de ses musiques, Ristar est un classique encore trop méconnu. Heureusement qu'il arrive en fanfare à la fin de la semaine. Et on vous en dira plus demain. En attendant le reportage réalisé chez Arkedo, son développeur, diffusé la semaine prochaine, voici une petite avant-première de Big Bang Mini. Après Nervous Breakdown, le studio parisien donne un coup de stylet au genre shoot 'em up avec des graphismes tout mignons et stylisés, mêlant 2D et 3D. Après s'être affranchi du tutoriel, le joueur débutera par le mode arcade, seul accessible en début de partie avec le mode versus. Le mode arcade de Big Bang Mini, c'est 9 environnements thématisés en fonction d'un pays, qui proposent une ambiance, une musique et des mécaniques de jeu différentes. On aura ainsi droit à la ville de Hong Kong, de nuit, aux neiges éternelles avec Aurora, à un Japon façon Halloween avec Kamakura, ou encore à l'Égypte pixel art de Luxor. Chaque environnement se compose de 10 niveaux, le 10e étant le boss level indispensable à tout shoot qui se respecte un minimum. Au mode arcade s'ajouteront les modes challenge, détente, mission et un mode surprise, une fois certains caps franchis. Entièrement jouable au stylet, avec l'emploi des touches L et R pour activer au bout d'un moment les missiles à tête chercheuse, ce shoot fonctionne sur le principe suivant. Le joueur s'incarne sur l'écran tactile sous la forme d'un truc, d'un objet de petite taille, d'un petit vaisseau quoi, dont la forme varie en fonction des environnements. Il faudra déplacer ce dernier à l'aide du stylet afin de toujours le protéger des tirs ennemis et d'éventuels dangers pouvant survenir des côtés ou du bas de l'écran. Pour tirer et shooter les ennemis virevoltants sur l'écran du haut, il suffit de tracer une ligne avec le stylet dans la direction souhaitée. Un peu comme on gratterait une allumette, dixit le tutoriel. Ce faisant, le stylet libère un projectile qui ira exploser sur l'écran du haut pour provoquer un véritable feu d'artifice. Mais attention, ces feux d'artifice provoquent des retombées mortelles pour le petit vaisseau. Il faudra donc que le joueur apprenne à maîtriser son enthousiasme ou attendre de débloquer le mode détente pour se consacrer sereinement à la création de gerbes multicolores. Bien sûr, le jeu propose tout un tas de petites subtilités, chaque environnement ayant ses caractéristiques, comme la possibilité de créer un mur pour protéger son vaisseau, ou des tourbillons afin d'aspirer la myriade de projectiles envahissant souvent l'écran du bas. Pour passer au niveau suivant, il suffira de collecter à l'aide de son vaisseau les étoiles lâchées par les ennemis abattus, afin de remplir la jauge située sur le côté gauche de l'écran. Enfin, dernière épreuve avant le niveau suivant, la zone bonus. Hyper facile au départ, puisqu'il suffit de déplacer son triangle bleu à hélice afin de connecter dans l'ordre des petites boules numérotées,
celle-ci se complique sérieusement au fil des environnements. Et si vous voulez vous faire une idée encore plus précise du jeu, sachez qu'il est possible d'en télécharger la démo sur DS via la Wii et la chaîne Nintendo. Voilà, un shoot moins mini qu'il n'y paraît, qui espère bien faire un Big Bang sur DS. Ah là là, encore une fois, de magnifiques news, mais qui ne nous font pas oublier que le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Nostalgie du week-end. Comme c'est l'hiver, ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué dans la neige, on a fait des batailles de boules de neige. Alors qu'est-ce que je vais faire pour vous, là, maintenant, parce que je vous aime? Eh bien, je vais vous faire une bataille de boules de neige. Et ça va être super génial, vous allez voir. J'ai mis de la neige au frigo, et d'ailleurs, tout de suite, je vais aller les chercher. Merci. Bon, on a un petit problème avec la neige, donc on va regarder tout de suite les jeux téléchargeables. C'est quoi? C'est The Maw, aujourd'hui, c'est un extraterrestre, il débarque sur une planète, il a une bestiole en laisse avec une espèce de fouet électrique plasma, et puis il bouffe tout, et vraiment, il y a un problème avec la neige. Et donc, il bouffe des petits machins, il résout des énigmes, vous allez voir, c'est génial, mais c'est quand même un peu chiant pour ma neige. Les jeux téléchargeables tout de suite. Cette semaine est bien fournie en matière de jeux téléchargeables disponibles sur nos consoles préférées. Surfant à la fois sur le casual et sur le jeu gamer, les catalogues s'étoffent de semaine en semaine et ça fait bien plaisir. Flower est un titre pour le moins original. Il propose aux joueurs d'incarner des pollens. Le but étant de se laisser porter par le vent et de refleurir des plaines vierges. Ce jeu zen, qui tire parti des fonctionnalités de la Six Axis, est développé par Vat Game Company, déjà auteur du sympathique Flow sur PSN et PSP. Les pistils se dirigeront ainsi dans les airs en déplaçant son pad dans l'espace. Un jeu écolo qui permet enfin de s'éclater avec du pollen sans craindre une allergie. Passons maintenant à Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Sous ce titre à rallonge se cache un petit jeu de caisse bien péchu. Le joueur y pilote des modèles réduits dans des environnements à son échelle. Le véhicule peut aller partout en prenant de la vitesse et même rouler sur les murs. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, de la simple course au défi en passant par des missions. Jouable seul ou à plusieurs en ligne, Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars promet des parties endiablées et la démo étant disponible sur le PSN, il serait bête de s'en priver. Cette semaine, c'est au tour des WiiWare de pointer le bout de leur nez sur la console à la télécommande. Onslaught est un FPS de Hudson qui nous démontre une fois de plus qu'ils sont très actifs sur cette plateforme. Ne comptant pas révolutionner le genre, Onslaught plaira toutefois aux fans du tir à la première personne. Il place le joueur dans un univers infesté par des aliens insectoïdes, dignes de Starship Troopers. Même s'il dispose d'un mode scénario solo qui tient la route, le jeu est plus axé multi en ligne. Bénéficiant d'une maniabilité soignée à la Wiimote et au Nunchuk, Onslaught vient combler sur la Wii un manque certain dans ce genre très gamer. Alors là, on peut se demander ce qui se passe parfois dans la tête des développeurs. Les adaptations de jeux de société existent depuis bien longtemps, mais si on comprend l'intérêt des adaptations du Monopoly ou encore du Scrabble, on peut rester dubitatif quant à la simulation de pique pirate. Comme dans le jeu de société dont il est issu, il faudra rentrer des épées dans un tonneau sans faire sauter le pirate. On y trouve quelques options sympas, comme un mode s'approchant du démineur de Microsoft ou encore la possibilité d'inclure ses Mii. Un jeu anecdotique disponible à petit prix qui laisse néanmoins entrevoir une brèche où d'autres constructeurs de jeux de société pourraient s'engouffrer. On en avait déjà parlé la semaine dernière lors de son arrivée sur le PSN, et comme prévu, Free and Free NHL Arcade fait son apparition cette semaine sur le XBLA. C'est un jeu de hockey sur glace survolté, jouable à 6, ayant pris le parti de l'arcade et de l'humour. Ce jeu propose un système de jeu bien bourrin, avec des options et des bonus qui jonchent le terrain. Une quarantaine de vrais joueurs ont prêté leur image et se retrouvent en SD dans cette non-simulation. Minesweeper Flags est un jeu qui plaira à tous ceux qui préfèrent s'amuser sur un ordinateur plutôt que de travailler avec, à tous les amateurs de temps perdu donc. Il s'agit d'une nouvelle version du célèbre démineur bien connu des glandeurs du bureau. Tout en 3D et dans des environnements réalistes, ce grand classique fait peau neuve sur le XBLA. Le principe du jeu n'a pas changé, le but est de retrouver les mines cachées en cliquant dans un quadrillage. Des chiffres apparaissent alors, ces derniers indiquant le nombre de mines situées dans les cases adjacentes. Proposé à 400 points Microsoft, Minesweeper Flags séduira sans mal les fous de ce jeu de réflexion trop souvent incompris. Voilà, les news téléchargeables c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, mais on vous laisse tout de suite en compagnie de l'alien le plus vorace de tous les temps, avec la critique de The Maw.
Twisted Pixel est une société connue pour avoir collaboré avec Midway sur des titres de sport tels que NBA Ballers, The Chosen One ou encore Blitz the League 2. Elle avait notamment développé certains aspects de ces deux jeux, comme le mode histoire ou campagne. Mais cette petite société indépendante n'avait encore jamais sorti un jeu complètement façonné par leurs soins. Le mal est aujourd'hui réparé avec The Mow, un jeu de plateforme tout en 3D développé exclusivement pour le Xbox Live Arcade. Et on sent bien que pour son premier jeu, Twisted Pixel avait de l'ambition. Car sur un système de distribution où l'on trouve essentiellement des remakes et des petits puzzle games sympas, il frappe un grand coup en proposant un jeu de plateforme full 3D mêlant habilement action et réflexion. The Mow est un jeu de plateforme 3D utilisant une vue à la troisième personne. Le joueur y incarne Frank, un extraterrestre qui semble tout droit sorti de 1001 pattes. Et Frank n'est pas seul, il est accompagné d'un petit monstre, un Mow. Une sorte de blob gélatineux cyclopoïde à la mâchoire en dents de scie. Frank contrôle cette créature à l'aide d'un pistolet laser qui lui sert de laisse et lui permet également de déplacer des objets, de s'accrocher et de faire plein de trucs cool. Par contre, le Mow a une particularité spéciale. Il gobe tout et n'importe quoi. Et plus il mange, et plus il grandit. Il faut donc aider le petit extraterrestre à trouver les mets les plus fins pour son Mow. Car c'est en atteignant une certaine taille que nos compères aliens pourront s'échapper des niveaux. Le Mow a une autre particularité. À la manière de Kirby, il peut s'accaparer les capacités spéciales de certains adversaires. Ainsi, en avalant une salamandre, il se transformera en Mow de magma brûlant tout sur son passage. Mais attention! Avant de lui donner ce genre de choses à manger, il est nécessaire de rendre la bête vulnérable. Car si le Mow prend une salamandre brûlante ou une créature piquante dans sa bouche, eh bien, il se fait mal. Frank devra donc mettre KO ses gibiers avant de les donner à son fidèle alien de compagnie. Cependant, une fois transformé en Mow élémentaire, il n'est plus nécessaire de prendre des précautions pour les gober. Bien sûr, ces transformations, en plus d'être visuellement jolies, affichent des capacités particulières. Un Mow de feu pourra brûler du petit bois ou se frayer un passage parmi des plantes carnivores. Le Mow léché permettra de traverser des canyons en s'aidant du vent. Et la clé d'un niveau se cache souvent derrière l'une de ces mutations ou une façon de l'utiliser. The Mow est un titre très agréable à jouer par la fraîcheur qu'il dégage d'une part, mais aussi par un gameplay mêlant habilement réflexion et action. Il se place sans trop de mal en concurrent direct d'un Banjo et Kazooie par exemple, et peut même prétendre à rivaliser avec des productions en boîte. Malheureusement, il s'avère un brin répétitif, d'autant qu'il faut systématiquement trouver comment gaver son Mow avant de l'amener à la sortie, et s'il n'est pas assez rassasié, il faudra la plupart du temps recommencer le niveau à zéro. Et comme ces mondes sont souvent vastes, tout recommencer devient vite contraignant, voire agaçant. De plus, The Mow offre une durée de vie limitée. Twisted Pixel a heureusement annoncé le développement de cartes supplémentaires, malheureusement payantes. Et l'impression d'acheter son jeu en kit n'est jamais agréable. En revanche, le jeu est disponible pour 800 Microsoft Points, ce qui n'est pas très cher pour un jeu de cette trempe. Pour finir, The Mow bénéficie d'une excellente réalisation. Et comme il s'agit là du premier vrai jeu du studio, on peut s'attendre à quelques bonnes surprises de leur part dans les années à venir. Et oui, The Mow, un jeu qui donne envie d'y jouer. Une belle rubrique, encore une fois. Par contre, c'est vrai que pour ma bataille de boules de neige que je vous avais promis, j'ai un petit souci. En fait, j'avais laissé la neige dans le freezer. Et il y a quelqu'un qui s'en est servi pour rafraîchir sa boisson. Donc, je vais pas faire une bataille de boisson. Une bataille de mugs, ce serait ridicule. Je vais réfléchir pendant Oscillation. C'est World of Warcraft. Alors, je pense que je vais essayer de trouver une idée. Puis on voit si j'ai trouvé sur le plateau suivant. Hein? Oscillation, World of Warcraft. Ils s'emmerdent pas quand même. Hein. J'avais une étiquette avec mon nom. Oscillation.
Avec plus de 11 millions de joueurs, World of Warcraft est sans aucun doute le MMORPG le plus joué au monde. Ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur nous envoûte par la richesse de ses possibilités et par la variété de ses environnements. La bande originale de World of Warcraft a été composée par Jason Hayes, Tracy Bush, Derek Duke et Glenn Stafford. Comme la plupart des bandes originales, elle est bien trop vaste pour être abordée dans sa totalité dans un Oscillation. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons uniquement parler des musiques accompagnant 3 zones différentes dans le jeu. Nous allons voir par quels moyens la musique s'adapte à son environnement. Je vous propose de fermer vos yeux un instant pour tenter de deviner de quel genre d'environnement il peut bien s'agir. Si vous connaissez la réponse, je vous invite à réfléchir si à votre avis la musique représente bien la zone dans laquelle on peut l'entendre. Commençons tout de suite par la musique suivante. Ça fait peur, non ? Il s'agit ici de la musique de Gangrebois, Fellwood Forest en anglais, une forêt corrompue et maudite par la Légion ardente. Les créatures y sont dangereuses et imprévisibles, et tout voyageur se met en grand danger dès qu'il ose quitter la route principale. La musique représente bien l'atmosphère sombre et dangereuse de ce lieu. On peut y trouver les bruits de la forêt, peut-être des cris d'animaux ou de monstres. On dirait presque que la musique, elle aussi, ait été corrompue par la malédiction du lieu. Elle est remplie de dissonances et de glissandi. Les techniques de jeu jouent également un rôle très important. On peut notamment entendre une flûte traversière avec beaucoup d'air dans le son, ou encore jouer avec Flatterzunge, une technique qui consiste à prononcer un R roulé en jouant. Tous ces éléments contribuent à donner une impression de danger et de malaise. Passons au morceau suivant. Il s'agit de la musique des Salines, une vaste étendue tapissée de sel. Sans aucun doute, avez-vous entendu le Rainmaker au début du morceau. Il s'agit d'un instrument percussif sous forme d'un long tube fermé avec des petites graines que l'on fait couler doucement dans un sens puis dans l'autre. Réécoutons le début du morceau pour entendre le Rainmaker. Sans doute imitait-il les grains de sel dans les salines. Pour le reste du morceau, on peut remarquer qu'il est très calme et homogène et s'inscrit donc parfaitement dans l'atmosphère très paisible des salines. Écoutons encore un morceau. Avec ses bruits figuratifs représentant des animaux, il ne fait aucun doute que l'on se trouve dans une forêt. Il s'agit plus précisément de la vallée de Stranglerons, une grande forêt tropicale à l'extrême sud des royaumes de l'Est. L'ambiance sonore s'adapte bien au lieu car elle ne se contente pas seulement de représenter des grillons ou encore des cris de singes, mais par leur choix instrumental, les compositeurs ont voulu lui donner un caractère exotique. Ils utilisent notamment beaucoup d'instruments percussifs, des flûtes et des instruments à cordes pincées. Le morceau est surtout dominé par un instrument d'origine australienne, le didgeridoo. D'après une peinture ancestrale représentant un joueur de didgeridoo, on peut penser que cet instrument remonte à plus de 20 000 ans.
Un didgeridoo est une simple trompe en bois. Sur son embout, le joueur fait vibrer ses lèvres pour produire un son grave, continu et vibrant. Vous pouvez particulièrement bien l'entendre au milieu du morceau. Vous l'entendez ? Il s'agit d'un son grave à la base de la musique. La grande variété des environnements dans World of Warcraft est très impressionnante. Sans doute traiterons-nous d'autres musiques de cette bande originale dans de futurs épisodes d'Oscillation. J'ai trouvé une superbe idée. Parce que, en fait, celui qui a piqué la glace dans le freezer, hein, c'est toujours le même. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai piqué ses saucisses. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une bataille de saucisses. Allez, hop là! Hé, Rémi, hop là! Paf! Qu'est-ce que c'est rigolo! Et tout de suite, on regarde le Hidden Palace du Docteur Lacave qui pique la glace dans le frigo. Tiens, tu vois tes saucisses, Lacave? Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. SNK a toujours eu une place de choix dans le cœur des amateurs de jeux de baston, notamment grâce à leur série des King of Fighters. Cette série a tout de suite connu le succès grâce à un système de jeu innovant, des graphismes très soignés, mais surtout grâce au charisme de ses personnages. Le principe de King of Fighters, c'est de prendre les plus grands personnages des jeux SNK et de les inclure dans un même jeu de baston. Une idée révolutionnaire à l'époque. Si tout le monde connaît bien Terry et sa bande de Fatal Fury, ou encore Ryo et Robert de Art of Fighting, en revanche, Athena Asamiya semblait être un tout nouveau personnage. Vous vous en doutez, ce n'est pas si simple que cela, car Athena vient bien d'un autre jeu SNK. Cette fois encore, nous allons essayer de découvrir les origines de cette lycéenne qui emprunte le nom d'une déesse grecque. Il faut remonter jusqu'en 1986 dans les salles d'arcade Nippon pour trouver un jeu se nommant tout simplement Athena. C'est un jeu de plateforme action où le joueur incarne la jeune princesse Athena tout juste vêtue d'un bikini. Heureusement, elle pourra gagner des nouvelles armes et des morceaux d'armure en détruisant des ennemis. Chose amusante, le sprite est modifié selon les équipements que gagne Athena au fur et à mesure du jeu. Son succès ne tient pas qu'à la qualité du jeu. En effet, au-dessus des bornes arcade japonaises, il y avait une affiche toute rose fluo avec un gros artwork d'Athéna en bikini dessus. Et autant dire tout de suite que dans la pénombre des salles d'arcade, la borne d'Athéna tapait dans l'œil. Suivant l'engouement du public, SNK développe très vite une suite, ce sera Psycho Soldier. Le jeu tranche radicalement avec son prédécesseur. Ce n'est plus un jeu de plateforme, mais un shoot à scrolling. D'ailleurs, on ne se retrouve plus dans la mythologie grecque, mais dans un Japon futuriste. L'héroïne est Athena Asamiya, une descendante d'Athéna du premier jeu. C'est une lycéenne menant également une carrière d'idole, réputée pour ses pouvoirs psychiques. Elle s'en servira pour bouter les aliens hors de la Terre. Mais si le jeu est resté dans les mémoires, ce n'est ni pour son scénario original, ni pour ses graphismes, ou encore pour son gameplay très inspiré par le Sun de Capcom. Ce qui fait la différence, c'est sa bande-son. Elle était entièrement numérisée, un véritable exploit à l'époque. Pour faire entrer une telle quantité de données, les développeurs ont dû utiliser une carte Java plus grande qu'à l'accoutumée et juxtaposer 3 PCB. La chanson est interprétée par Shimizu Kaori, une idole de l'époque. Il existe 2 versions, une en japonais et l'autre en anglais pour le marché international. Cette chanson restera longtemps gravée dans le cœur des fans, elle était même fournie en cassette pour qui achetait la version Famicom d'Athena. Et c'est donc dans King of Fighters 94 qu'Athena fait son grand retour dans l'équipe chinoise.
Bien évidemment, la plupart de ces techniques sont empruntées à Psycho Soldier, ce qui ravira les fans. Elle est aussi accompagnée de Kensu et de Chin, le maître porté sur la bouteille d'Athéna et de son compagnon. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'on voit Kensu, puisqu'il apparaissait aussi dans Psycho Soldier en tant que deuxième joueur. Dans KOF, il a subi un petit changement graphique pour mieux coller à l'ambiance du jeu de baston. A partir de là, on retrouvera Athéna dans toutes les suites de King of Fighters avec quelques petites variations. Dans King of Fighters 96, on peut entendre le thème Psycho Soldier dans son stage. En arcade et sur Neo Geo, on peut entendre la version instrumentale, mais la version Saturn, grâce à son support CD, permet d'avoir la version chantée de Psycho Soldier. C'est la première fois qu'on pouvait l'entendre en qualité CD. Une autre raison du succès de ce personnage, c'est qu'il était le seul à changer de costume à chaque nouvel épisode de King of Fighters. C'était devenu un tel running gag que SNK s'est auto-parodié avec une animation mémorable dans KOF 98. On la retrouve également dans SNK Girls Fighters sur Neo Geo Pocket. Il s'agit plus ou moins d'une version féminine de King of Fighters. Le jeu est en SD, comme ce fut le cas pour les autres jeux de baston de la console. Dans King of Fighters 2000, l'équipe peut appeler en renfort un striker. Au moment où il faut déterminer l'ordre des participants, ce striker peut avoir un costume alternatif. Athéna retrouve ici son costume de déesse ou celui de Psycho Soldier. On retrouve d'ailleurs Athéna, la déesse en bikini, dans SNK vs Capcom SVC Chaos. C'est un boss caché qu'il sera très dur d'affronter. Elle ne se bat qu'au paradis, avec les armes du premier jeu d'arcade. Mais Athéna n'apparaît pas que dans des jeux de baston. Awakening from the Ordinary Life est un RPG mettant en scène la jeune lycéenne au pouvoir psychique. Il se joue à la Resident Evil et place Athéna Asamiya dans une enquête surnaturelle ayant un lien avec son lycée. La première version d'Athéna connut aussi un remake mais uniquement sur téléphone portable japonais. Il est appelé Athéna Full Throttle en référence au film Charlie's Angels Full Throttle. La refonte graphique est complète et on trouve un nouveau personnage, Hélène, basé sur Hélène de Troie, même si elle a les cheveux roses. La cover suit le même traitement graphique tout en restant fidèle à l'esprit du jeu de 1986. On peut également trouver sur téléphone portable Athéna On Stage, un jeu qui place le joueur dans la peau du manager de la jeune chanteuse Athéna Asamiya. Bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à retrouver ces jeux chez nous, le support étant exclusif au Japon. Athéna apparaît dans d'autres jeux de l'éditeur, et ce depuis bien longtemps. Dans la version Famicom de Baseball Stars, même si ça ne se voit pas pendant les phases de jeu, Athéna fait bel et bien partie de l'équipe des SNK Battalions. C'est en composant l'équipe que l'on s'en rend mieux compte. Crystalis est un action RPG dans la veine de The Legend of Zelda. À plusieurs reprises, on y rencontre un certain Kensu, mais aussi une certaine Asina. Il s'agit juste d'une mauvaise transcription du TH anglais qui a été remplacé par un S. La Psycho Soldier est aussi bien cachée dans le troisième épisode d'une autre série de jeux de baston, Fatal Fury Special. Lorsque l'on termine le jeu avec Yamada Jubei, il est entouré de jeunes lycéennes, dont Athéna. Days of Memories est un simulate de SNK, c'est-à-dire un simulateur de drague. Et bien entendu, Athéna Asamiya fait partie des jeunes demoiselles à séduire. Dans Doki Doki Majo Shinpan, on retrouve aussi une référence à Athéna. On y rencontre Oda Renge, une fille fan de jeux rétro et qui les collectionne. Sa pièce la plus rare est la version Famicom de Athéna, avec la cassette audio incluse. Et dans la suite, Doki Doki Majo Shinpan Duo, on retrouve des posters d'Athéna dans la boutique de jeux rétro. Il est vrai que chez nous, SNK doit sa notoriété à des titres tels que King of Fighters. Mais au Japon, leur succès a bel et bien commencé avec des jeux au fanservice un peu grivois.
un genre qu'ils assument encore aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Athéna, notamment avec le prochain KOF 12. La cavite qui passe! Un excellent Hidden Palace, comme quoi on peut laisser traîner des saucisses, piquer la glace des autres dans le frigo et en même temps faire du bon boulot. C'est quand même étonnant. Excusez-moi. Oui, on me fait part de nombreuses réactions outrées sur le forum, en me disant bah, « Benoît, c'est très mal ce que tu fais, on ne joue pas avec la nourriture, il y a des gens qui ont faim, des gens qui meurent de faim. » C'est vrai. Alors je tiens à préciser que ces saucisses sont des saucisses professionnelles. Elles s'entraînent 8 à 10 heures par jour. Alors les enfants, surtout, ne faites pas cela chez vous ou dans la cour de l'école. Et pour en terminer avec ce débat, je préciserai que la nourriture, on la jette, mais après, on la mange. Alors bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé, bonne digestion pour les autres. Et puis je vous fais des bisous qui sentent la saucisse. Plein de gros bisous à la saucisse. Demain c'est Davy, après-demain c'est moi. Et Davy n'est pas une saucisse. Non, c'est faux.